La situation au Niger est des plus incertaines, vous le savez. L'ultimatum de la CEDEAO a pris fin dans la nuit, à minuit. On apprend également que l'espace aérien du pays a été fermé par ce qu'on appelle le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est eux qui ont pris le pouvoir. Paris estime de son côté que les putschistes feraient mieux de prendre les menaces de la CEDEAO très au sérieux. Le président nigérien, quant à lui, et président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, espère toujours que les choses se régleront avec beaucoup de négociations. Regardons, on fait le point sur la situation. Au lendemain de la fin de l'ultimatum fixé aux putschistes, toujours aucun signe des membres de la CEDEAO. Mais face à la menace d'intervention des pays voisins, les militaires changent de tactique. L'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Les membres de la CEDEAO pourraient employer la force pour faire revenir la démocratie au Niger. Selon ce spécialiste, une opération militaire a été préparée. La seule option opérationnelle, c'est très clair, c'est le Nigeria qui sera de toute façon, en cas de passage à l'acte, la force leader, parce que le Nigeria dispose d'une armée puissante, financée, plutôt bien équipée. Hier, à Niamey, près de 30 000 militants pro-putschistes se sont rassemblés pour écouter le discours du général Mohamed Toumba, l'un des soldats qui a renversé le pouvoir. Pour le moment, la junte militaire n'a montré aucune volonté de laisser revenir le président Mohamed Bazoum. Allez, on en parle avec mes invités autour de ce plateau. Soyez le bienvenu. Jean-Claude Félix Tchikaya, vous êtes chercheur spécialiste de l'Afrique. Également autour de ce plateau, Ulrich Bouna, merci d'être avec nous, analyse géopolitique Europe centrale. Vera Grandseva, merci beaucoup d'être avec nous, politologue spécialiste de la Russie. Vous enseignez également à Sciences Po Paris. Et puis Jean-Éric Brana, vous êtes également avec nous, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Assas Paris 2. On se pose aussi cette question, quelle est la situation au moment où l'on se parle à Niamey, au Niger? Notre envoyé spécial, notre correspondant est sur place. Stanislas Poyet, racontez-nous. Alors ce matin, la ville, elle était très calme. Il n'y a aucun événement qui ont été reportés, en tout cas dans la nuit, depuis la fin de l'ultimatum. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que voilà, peu avant minuit, les putschistes ont fait une déclaration forte. Ils ont décidé de fermer l'espace aérien, un espace aérien qui avait été partiellement réouvert le 2 août dernier à quelques pays limitrophes, comme le Mali, le Burkina ou l'Algérie. Donc maintenant, l'espace aérien est fermé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, voilà, comme l'expliquaient vos intervenants en plateau, la situation n'est pas terminée. Donc quand on discute un petit peu avec les gens dans la rue, j'ai fait un petit tour ce matin dans les rues de Niamey, on se rend compte que chez certains, en tout cas, il y a toujours une inquiétude qui est là. Il y a toujours une certaine appréhension de savoir comment les jours à venir vont se passer. Et j'étais au téléphone aussi ce matin avec une personne de la région de Gaïa, donc Gaïa qui est à la frontière avec le Nigeria. Là, l'inquiétude, elle est bien plus prononcée qu'à Niamey, puisqu'ils seraient les premiers concernés en cas d'intervention militaire. Parce qu'il faut savoir que les communes frontalières entre le Niger et le Nigeria dépendent énormément des trafics entre les deux pays. Stanislas Poyet en direct de Niamey. Jean-Félix Tchikaya, tout ce qu'on sait, en tout cas c'est calme du côté de la population. On apprend aussi ce matin qu'il y a une délégation officielle du Mali qui se rend au Niger en soutien aux putschistes. Est-ce que ça laisse présager le meilleur, ça ? Alors, c'était prévu depuis 2 jours. Ils ont fait montre d'une solidarité à l'égard des putschistes. Mais ce qu'on peut dire aussi, nous entrons dans une zone grise, voire une zone rouge, une zone d'incertitude. Tout monte crescendo, pas seulement la pression géopolitique et régionale autour de cette crise, c'est aussi les prix qui montent plus que crescendo. Je veux parler de la pression économique. Sur le Mali, ils font montre de solidarité à l'égard des putschistes pour essayer donc de monter un arc géopolitique régional. Donc maintenant, il serait 4 pour faire pression. Mali, Burkina Faso, Guinée, Niger. Voilà, Guinée, on attend de voir s'ils vont véritablement se solidariser. Ce qu'on peut dire, que ça soit même dans ces nations
ou dans les autres, il y a une pluralité de points de vue. Là, ce que veulent la majorité des populations, c'est éviter l'intervention armée, parce qu'elle pourrait générer, parce que certains qui étaient au stade hier à Niamey, ont déjà dit qu'ils se mettraient sur les routes et dans les artères de Niamey pour que la CEDEAO soit barrée par leur corps. Donc, éviter une guerre civile, et les putschistes ont, de manière assez habile, essayent de faire basculer donc une partie de la population à leur égard, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité. Donc pourquoi ils s'appuient sur la reconfiguration, pas seulement de la région, mais africaine. Il faut savoir que sur le plan politique, beaucoup de pouvoirs arrivent au bout d'un cycle, mais il faut savoir que si on regarde M. Bazoum, il est au pouvoir depuis 2021, il a de très bons chiffres sur le plan économique, mais il fait partie du parti présidentiel qui, lui, a un dossier qui n'emporte pas de manière positive tous les Nigérias. Mais c'est pas pour cela que les militaires, qui ont de toute façon parti lié. Il y a 10 jours, ils étaient en réunion avec le président dont ils avaient la garde présidentielle en termes de chef. Donc ils partagent le bilan militaire, ils partagent le bilan politique. Donc là, ils se désolidarisent parce qu'ils ont compris le moment politique dans la nation, et ils savent qu'il y a une bonne partie de la nation qui, à 71%, vit sous le seuil de pauvreté et qui veulent un changement plus que ce... Bon, là, ce sont les putschistes, mais c'est pas idéologique, parce que les putschistes étaient là il y a 15 jours, c'était pas des personnalités qui représentaient quelque chose sur le plan politique. Une vie meilleure plus qu'une adhésion. Voilà, c'est d'un schisme politique, un schisme politico-militaire de palais, pris opportunément pour mettre dans cette nation, dans cette société. Donc ils arrivent quand même à avoir une partie de la nation qui est impatiente d'avoir donc un surcroît de vie meilleure sur le plan social et économique. Et viennent de nous rejoindre Pierre Jacquemot, soyez le bienvenu. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Afrique. Également le colonel Pierre de Jong, spécialiste de géopolitique, vice-président de l'Institut Thémis. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un qui s'intitule Agir entre les lignes. Colonel Pierre de Jong, cette question, d'abord, c'est normal là qu'on ne voit rien venir. On prend très au sérieux, la France prend très au sérieux l'ultimatum de la CEDEAO. Il s'est arrêté hier soir à minuit. Pour autant, à Niamey, c'est calme. Le calme avant la tempête. Vous savez, le problème de ce genre d'opération ne se déclenche pas comme ça en 30 secondes. C'est un processus qui est relativement lent. Alors bien évidemment, les décisions ont été prises par la CEDEAO la semaine dernière, avec un ultimatum qui s'achevait cette nuit, à minuit. Et bien évidemment, les machines vont se mettre en route, donc ils ont pris des mesures préparatoires. Le deuxième point, c'est qui va intervenir. Évidemment, le Nigeria peut intervenir, mais le Nigeria, c'est une armée qui est assez importante, qui est assez imposante, probablement la plus imposante de la région, mais c'est une armée qui n'est pas très opérationnelle. Pourquoi ? Je prends l'exemple de Boko Haram, qui est dans le nord de la région, dans le nord du Nigeria. La question de Boko Haram n'a jamais été réglée. Ce qui veut dire que cette armée n'est pas capable aujourd'hui de gérer son propre problème dans son propre pays. Donc elle veut maintenant intervenir au Niger. Pourquoi elle veut intervenir au Niger ? Parce que c'est une question de leadership. Le Nigeria se considère comme le pays leader de l'ensemble de la CEDEAO. Donc l'occasion est bien trop belle pour le faire. Donc une espèce d'accélération du processus qui s'est mis en place la semaine dernière, processus auquel ont adhéré le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont les pays qui ont les armées les plus importantes. Et donc aujourd'hui, le Nigeria a engagé la CEDEAO sur un processus, si vous voulez, de rétorsion contre le pouvoir au Niger. Donc encore une fois, je pense que c'est un petit peu rapide, et c'est pour ça que je pense que si une opération devait avoir lieu dans les jours qui viennent, ça prendra quand même un certain temps, à minima. Le deuxième point, c'est la position de la France. C'est que concrètement, aujourd'hui, nous avons 1500 soldats basés au Niger, principalement sur la base aérienne au passage. Et donc, quel va être leur rôle ? La France n'a pas du tout intérêt, n'a pas la volonté aujourd'hui d'apparaître comme un intervenant au Niger. Donc, elle va essayer de se positionner dans le cadre, dans une position, je dirais, en deuxième échelon, en soutien, en appui, en aucun cas en premier échelon. Donc, c'est très difficile parce que la France joue très, très gros dans cette opération. Dès lors qu'elle se mettra en route, elle sera impliquée. Et à quel niveau, ça reste à préciser, mais c'est extrêmement difficile que politiquement, les risques sont énormes. On a compris effectivement les risques du côté français. Maintenant, une autre question, Pierre Jacquemot, c'est quoi aussi les risques du côté de la CEDEAO ? On imagine que c'est une intervention à haut risque qui est probablement en train de se décider ou pas. Vous allez nous le dire, elle représente quoi les forces de la CEDEAO ?
Écoutez, je pense que l'intervention n'aura pas lieu. Ça peut paraître étonnant, peut-être aussi affirmatif, mais je dirais que cette intervention des pays de la CEDEAO, c'est-à-dire principalement du Nigeria, comme ça a été expliqué, est trop tard. Et la menace d'intervention, elle, a créé un certain nombre de phénomènes qui font que cette opération n'est plus possible aujourd'hui. D'abord, elle a créé une coalition des pays putschistes. On les a cités, Guinée, Burkina Faso, Mali, a suscité une réaction de l'Algérie qui estime qu'une intervention étrangère sur le Niger, qui est un pays voisin, ne serait pas une solution, et aucune solution ne peut être trouvée sans l'Algérie. Également a suscité une réaction de neutralité du Tchad, qui pourtant était un allié. Donc cette opération, à mon avis, n'est plus possible. Et en plus, elle a suscité au sein de la population du Niger, en tout cas à Niamey, à renforcer, à consolider l'assise populaire des putschistes, lesquels, on l'a vu lors du rassemblement au stade Kounché de 30 000 personnes, on a vu qu'il y avait une recherche de la part des putschistes d'une légitimité qui fait qu'il y a un sentiment national qui se développe et qui serait mis en avant en cas d'agression venant du voisin, du puissant voisin du Sud. Donc je ne pense pas que cette intervention puisse être maintenant possible, mais elle a déjà produit un certain nombre d'effets délétères. Et je dirais, tout ceci se fait, on n'assiste pas assez sur ce point, au détriment de la population du Niger. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a appris qu'il y avait une suspension des aides internationales de la part de la France, de la part des États-Unis, probablement de la part de l'Union européenne et d'autres acteurs importants. Cette suspension se fait très largement au détriment des populations les plus vulnérables. Je pense aux opérations que je connais bien puisque je travaille avec 4 ans. On a un petit problème de son, on va récupérer Pierre Jacquemot dans un instant. Cette question, Ulrich Bouna, vraiment cette question, parce que j'essaie de comprendre là. Monsieur Jacquemot vient nous expliquer, Pierre Jacquemot, à l'instant, que lui il ne croyait absolument pas à l'ultimatum de la CEDEAO. Pour lui, la CEDEAO ne va pas agir. Dans ces cas-là, si on n'agit pas après un ultimatum, 1, est-ce qu'on perd la face? 2, à quoi bon lancer un ultimatum si les actions ne suivent pas? Je pense que effectivement, alors il y a un risque de perte de prestige de la CEDEAO. Après, il faut bien savoir que la CEDEAO a plus vraiment en fait de troupes de maintien de la paix comme elle pouvait l'avoir il y a une dizaine d'années. Donc déjà, il y avait déjà avant même les derniers événements, dès que la CEDEAO a posé cette espèce de ligne rouge, en fait, c'est posé la question de mais avec quelle force. Donc effectivement, potentiellement, on aurait pu penser au Nigeria, sachant que le Nigeria, il y a quelques jours, en fait, on voit même qu'au sein du Nigeria, cette intervention ne fait pas l'unanimité. Le Sénat s'est prononcé contre, a demandé à ce que on privilégie la voie diplomatique. Également, les régions du nord du Nigeria, donc frontalières avec le Niger, on dit qu'elles-mêmes ne souhaitaient pas, parce que ce serait des luttes un petit peu fratricides au sein des mêmes ethnies. Donc, il n'est même pas certain en fait que l'ensemble de la troupe des forces armées du Nigeria, si elles intervenaient au Niger, souhaiteraient véritablement entrer dans les combats. Donc, on pourrait effectivement rentrer dans un genre de guerre civile qui effectivement n'intéresse pas grand monde, et on l'a vu, enfin comme l'a rappelé monsieur l'ambassadeur, l'Algérie et le Tchad se sont également prononcés contre, donc on voit quand même une espèce de coalition de pays, même au sein des plus vindicatifs, on va dire, notamment le Nigeria, on voit qu'il n'y a pas d'unanimité pour cette intervention militaire. Dans le même temps, ça renforce le prestige des putschistes, donc effectivement, il semblerait qu'entre ce qui s'est passé il y a une semaine et maintenant, les conditions se dégradent très fortement pour envisager une opération militaire. Regardez pourtant ce que dit la CEDEAO. Je vous propose qu'on y jette un coup d'œil tous ensemble. La CEDEAO dit qu'elle a besoin de plus de temps pour se préparer avant toute opération militaire au Niger. Le succès de l'opération dépend donc de ses préparatifs. C'est important de se préparer avant d'agir. C'est un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, ils vont sûrement se diriger vers une prorogation du délai, même s'il vient de terminer cette nuit. On en parlait déjà hier. Vous émettiez cette hypothèse. Oui. Parce que techniquement, donc, les armées qui doivent intervenir, même avec une certaine volonté. Et il faut savoir qu'au sein de toutes les armées de la CEDEAO, beaucoup, même parmi les gradés, ne veulent pas intervenir et tirer sur leurs frères et préfèrent une solution diplomatique et politique parce que cette crise ne part pas ex nihilo. Pareil dans les Sénats, que ça soit au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal,
au Nigeria, s'il intervient avant la session de cette semaine, il doit remettre devant le Sénat du Nigeria sa décision d'être intervenu, qui peut tout à fait être amendée, donc annulée. Donc il s'est précipité, au lieu de regarder, si je puis dire, sans vouloir porter offense, sur les textes de la CEDEAO qui demandent d'abord des sanctions graduées, qui ne mettent pas en difficulté une société qui connaît moult vulnérabilités et qui est plus qu'en colère. Ça fait depuis des décennies qu'ils se savent extrêmement riches, mais extrêmement pauvres sur le plan social et économique. Donc une cohabitation tout à fait intenable. Et là, ils veulent intervenir pas aux côtés de la société civile, mais plus pour maintenir, bien sûr, dans ses fonctions, dans ses prérogatives, M. Bazoum. Mais on voit bien qu'il aurait fallu rentrer en débat avec la société civile, la société politique, donc prendre cette semaine et des sanctions graduées, mais qui n'atteignent pas le porte-monnaie tout de suite des personnes déjà vulnérables. Et là, je peux dire déjà que le fait sur 71% du Niger qui avait déjà des problèmes d'électrification, beaucoup n'ont plus d'électricité. 70% coupés aujourd'hui par le Nigeria, plus d'électricité. Et une bonne partie n'avait pas d'électricité, mais ils arrivaient donc dans une débrouillardise qui malheureusement continue et se poursuit. Donc c'est bien sur ce terreau-là. Bien sûr. Ce terreau-là, donc il faut bien comprendre. Et les militaires qui sont au pouvoir, qui ont pourtant parti lié avec le président et bilan lié, ont compris ce qui se passait dans le peuple, donc ils viennent à côté de celui-ci. Colonel Pierre de Yang, vous êtes toujours avec nous. Juste encore un point sur cette CEDEAO, parce que la CEDEAO donne certes un ultimatum, elle revient en quelque sorte sur les termes de cet ultimatum en disant « Regardez, se préparer avant toute opération, on a besoin de temps parce que le succès de l'opération dépend de ses préparatifs. » Est-ce que la CEDEAO va être prise au sérieux par tout le monde, y compris les putschistes ? On demande plus de temps. C'est ce que j'appelle un grand coup de frein. Cette phrase, elle caractérise, si vous voulez, une situation qui est évidente quelque part. Une opération militaire, une opération, encore une fois, de projection de force dans un pays voisin, c'est extrêmement lourd à monter. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que la CEDEAO nous a, entre guillemets, déjà fait le coup. Puisque, rappelez-vous, en 2012, ils avaient proposé de monter une force conjointe, donc l'ensemble des pays de la CEDEAO, pour aller au Mali, pour se battre contre les djihadistes. Ils ne l'ont jamais fait, c'était un fiasco. Donc le problème, encore une fois, c'est très compliqué, les coalitions, c'est partout pareil, c'est extrêmement compliqué, et la CEDEAO n'a jamais été réellement fonctionnelle. Les États africains, pourquoi ? Parce que les États africains manquent de moyens. Très concrètement, il y a des armées capables d'être projetées, il y a des soldats qui sont parfaitement courageux et capables de le faire, avec des états-majors, je dirais, constitués. Le problème, c'est le deuxième partie d'un conflit potentiel, concrètement. Avec quels moyens vont-ils aller au Niger ? Avec quels moyens de soutien vont-ils avoir ? Quels moyens d'appui vont-ils avoir ? Quels moyens d'évacuation vont-ils avoir ? Quels moyens logistiques vont-ils avoir ? Aujourd'hui, ils ne les ont pas, puisque concrètement, c'est les armées africaines n'ont pas ces moyens-là. Donc, elles attendent quoi ? Un appui extérieur. Cet appui extérieur vient de qui ? Vient principalement de la France. Donc, si vous voulez, on boucle la boucle. Et la France, aujourd'hui, même si elle appuie, si vous voulez, les décisions de la CEDEAO, et bien évidemment, elle n'est pas partante. La France n'a pas du tout l'intention, comme je disais précédemment, n'a pas du tout l'intention de se retrouver, si vous voulez, avec les doigts dans la prise, comme on dit. Donc, encore une fois, ils vont essayer de ralentir et de trouver une solution. Encore une fois, je rejoins totalement Jean-Claude Félix Chikaya, que je connais bien, que je salue au passage. Et très concrètement, bien évidemment, il faut trouver une solution politique, économique, progressive. Il y a un autre point, je voulais terminer là-dessus, c'est que, vous savez, le président Bazoum est arrivé aux affaires en 2021. Il a déjà eu 2 tentatives de coup d'État. C'est la 3e tentative de coup d'État. Il y a donc des raisons qui expliquent, si vous voulez, cette situation. Cette situation de coup d'État n'est pas arrivée il y a 2 jours ou 3 jours. Elle date depuis le début de son pouvoir. Et pourquoi il y a cette espèce de tension autour du président Bazoum? En fait, malheureusement, il n'appartient pas à une bonne ethnie. Il appartient à une ethnie arabe qui est totalement minoritaire, qui est originaire de Libye, si vous voulez, et son positionnement ethnique est mauvais. Donc l'ensemble des Nigériens, en tout cas une grande partie des Nigériens, même s'il a gagné les élections en 2021, c'est indéniable. Aujourd'hui, il y a
des tensions autour de la provenance ethnique du président. Et ça, on ne peut pas l'écarter. Alors, on en parle assez peu, bien évidemment, mais ce fait-là est un fait déterminant, et c'est là-dessus probablement que jouent aujourd'hui les officiers putschistes de Niamey. Merci beaucoup, colonel Pierre de Yang. J'en profite pour rappeler que vous êtes spécialiste de géopolitique. J'en profite également pour remercier Pierre Jacquemot, l'ancien ambassadeur de France en Afrique, qui était avec nous il y a un petit instant et avec lequel nous avons perdu toute connexion pour le moment. La Russie verra s'en frotter les mains rapidement en attendant de ce qui se passe là au Niger. Oui, cette situation représente bien sûr pour le Kremlin l'opportunité d'aller s'installer aussi dans ce pays qui n'était pas historiquement un grand allié de l'Union soviétique, mais qui maintenant peut donner l'opportunité pour avoir encore plus d'influence en Afrique, en levier finalement pour aussi d'un côté contrôler l'Afrique, mais aussi contrôler et un peu faire du chantage avec l'Occident, bien sûr qui est aussi en otage avec la situation qui se déroule, la situation de déstabilisation au Niger. Allez, restez bien avec nous parce